À toutes et à tous. Voilà, donc je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler de politique culturelle dans le cadre de cette université populaire, sachant alors, le lien historique qu'il y a entre ces universités populaires et le développement des politiques culturelles. Donc, on vous l'a dit, moi, je suis enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble et responsable d'un parcours, on dit un master historique consacré aux politiques culturelles qui s'appelle Direction de projet culturel et qui est mis en œuvre notamment en collaboration avec l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble, qui est une structure qui depuis une quarantaine d'années maintenant, enfin il a fêté ses 30 ans, mais il avait commencé déjà ses activités un petit peu avant sa naissance officielle, travaille sur les politiques culturelles plutôt territoriales. Alors, pour commencer, je voulais essayer de vous dire pourquoi et comment je parle aujourd'hui. Déjà Ouais. Bon, je crois que je vais m'asseoir et puis je vais me mettre au micro. Ouais, Si parce que là, simple. il a déjà lâché. Voilà, donc je voulais commencer par évoquer avec vous ce que je fais et ce que j'ai à dire sur les politiques culturelles. Je disais à l'instant, donc ça fait à peu près une quarantaine d'années que, au fond, je travaille sur ce sujet-là, même un peu plus, puisque j'avais commencé en maîtrise de droit à m'intéresser au service public de la culture. Et puis après, j'ai fait un certain nombre d'allers-retours entre le secteur culturel professionnel, donc j'ai une petite dizaine d'années d'activité dans ce secteur, plutôt spectacle vivant, et puis ensuite plutôt à titre de bénévole, militant associatif. Je préside une association qui a maintenant 34 ans d'existence et depuis plus de 25 ans, elle gère une scène de musique actuelle qui s'appelle le Shabada à Angers. C'est pas moi ça. Hein. Donc, voilà. Mais donc cette salle qui existe, qui était une des premières aussi scènes de musique actuelle. Bon, il y a les abattoirs à Bourgoin-Jallieu notamment qui sont dans ce réseau. Fait que j'ai, parallèlement à ma carrière universitaire, continué à avoir un pied dans le secteur culturel, alors pas à titre professionnel, mais à titre de bénévole, qui m'a valu la médaille de la ville d'Angers pour mon engagement associatif, donc j'en suis assez fier. Et voilà, donc j'ai été comme ça un peu dans le secteur culturel professionnel, et puis un peu plus dans le secteur de la recherche, mais toujours avec un regard assez particulier, puisque moins académique peut-être que mes collègues, et plus proche des réalités du secteur professionnel. Mais alors surtout, mon intérêt pour les politiques culturelles, c'est porté principalement sur l'étude des changements. Des changements dans les politiques culturelles, et justement, un des premiers changements qui m'avait intéressé, c'était au début des années 80, quand Jack Lang était ministre de la Culture. Comment, alors ce qu'on n'appelait pas encore les musiques actuelles, mais on parlait du rock, du jazz, des variétés, comment ces musiques qui auparavant ne bénéficiaient pas de politique culturelle, n'étaient pas reconnues dans ce domaine, ont fini par être comme on dit, éligible au soutien par les pouvoirs publics, par l'État en particulier. Alors, pas un soutien extrêmement important comparativement à d'autres musiques, mais c'était un début. Et au fond, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est comment ce qui n'était pas envisageable à un moment donné était devenu envisageable, et de quel changement tout cela pouvait rendre compte. Et puis, au fur et à mesure, donc, j'ai changé un peu de thème, enfin, en restant toujours associé à ces questions, mais j'ai étudié d'autres changements qui étaient plutôt alors un changement général pour ces politiques culturelles qui étaient marquées par le rôle de ministre, André Malraux en particulier, et puis Jack Lang, et donc par le rôle de service de l'État en matière culturelle. On était en train de basculer vers une plus grande décentralisation et un rôle de plus en plus important, notamment sur le plan financier, des collectivités territoriales qui, aujourd'hui encore, financent 3 fois plus la vie culturelle
que le ministère de la Culture, et donc il y avait ici un changement. Alors j'ai étudié, tout à l'heure on en parlait en venant, les structures intercommunales comme la CAPI, les communautés d'agglomération, de communes urbaines, les métropoles, et leur rôle en matière culturelle. Donc il y avait ici un changement d'échelle de l'État vers les communes, puis un changement d'échelle des communes vers les structures intercommunales, et qu'est-ce que ça faisait aux politiques culturelles. Et plus récemment, dans ce cadre-là, j'ai travaillé aussi avec Emmanuel Négrier, qui est un chercheur reconnu, travaillant notamment beaucoup sur les festivals. Lui, on a produit ensemble un livre qui est juste là-bas, d'ailleurs je le vois ici, merci pour l'avoir sorti, sur les projets culturels de territoire, qui sont donc des instruments pour essayer de ramasser dans un document, dans quelques documents, la politique culturelle que l'on peut mener sur un territoire, souvent un territoire intercommunal, qui est d'ailleurs le premier livre d'une collection qu'on a inaugurée au PUG sur les politiques culturelles. Et puis, après, autre changement, alors j'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, je me suis intéressé à la promotion de ce qu'on appelle les droits culturels. Les droits culturels qui sont une partie des droits de l'homme, des droits humains, et que l'on a consacré par des lois récentes comme étant, au fond, l'objectif des politiques culturelles désormais, le respect des droits culturels, dont ça a été proclamé dans 3 lois, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Et donc la question qui m'a occupé, c'est qu'est-ce que ça allait changer, et d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose ou pas, comment au fond on met en œuvre ces lois pour soit produire du changement, ou pour au contraire ne pas en produire, ce qui aussi peut arriver. Et puis enfin, dernier changement qui m'intéresse, et j'ai envie de dire que maintenant je m'y consacre exclusivement, c'est ce que représente cette photographie. Alors vous avez peut-être reconnu les remparts d'Avignon et le haut du Palais des Papes à Avignon, dont cette photo a été prise en juillet dernier. Alors je crois précisément parce que j'étais à Avignon, j'arrivais à Avignon à ce moment-là, le 14 juillet dernier. Et vous voyez qu'il y a un nuage noir qui semble menacer le Palais des Papes. C'est en fait, quand je suis arrivé à Avignon par la gare, d'abord une odeur de brûlé m'a quand même frappé, comme tous ceux et toutes celles qui étaient là. Et puis assez rapidement, j'ai vu que les gens regardaient derrière moi, et en fait derrière la gare, on voyait s'élever un nuage des feux de forêt qui avaient lieu au même moment dans les Bouches-du-Rhône, et le nuage se déplaçait. Et d'ailleurs dans la soirée, pour ceux peut-être qui parmi vous y étaient, une pluie de cendres, alors pas aussi dangereuse que quand ce sont des pluies volcaniques, mais qu'une pluie de cendres est tombée sur la ville d'Avignon. Et je trouve que c'était très emblématique ou très symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Le Festival d'Avignon a joué un rôle important dans les politiques culturelles. Il a représenté d'abord peut-être l'action de popularisation du théâtre, puis la décentralisation, puis la montée en puissance donc, des événements, des festivals dans la vie culturelle. Il a aussi représenté une forme d'internationalisation de la vie culturelle, puisqu'il y a l'accueil tous les ans d'artistes et de publics qui viennent de toute l'Europe et même au-delà. Et donc cet élément important de l'histoire des politiques culturelles, comme tout le reste, il est aujourd'hui menacé par les conséquences du dérèglement climatique. Et même s'il n'en a pas souffert directement, on peut bien sûr penser à d'autres festivals qui ont eu lieu durant l'été, annulés pour cause soit de températures caniculaires, soit pour cause de tempêtes qui ont menacé à la fois le public et les équipements. Et donc, au fond, c'est quelque chose qui représente assez bien ce que je crois être maintenant mon objet principal, c'est ce que le dérèglement climatique va faire aux politiques culturelles aujourd'hui, comment on va pouvoir, avec les instruments des politiques culturelles, faire face à ce dérèglement, quelle responsabilité, au fond, les acteurs culturels vont jouer dans ce dérèglement, mais j'en dirai encore dans quelques mots après. Et puis, aussi pour dire un peu plus de choses sur ce que je vais présenter devant vous, j'ai mis cette couverture du livre de Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien,
Et donc Leonard Brecht travaille sur, vous voyez, les émotions de la Terre, c'est-à-dire toutes les émotions qui naissent notamment du dérèglement climatique, mais aussi de la destruction d'espaces naturels pour en sortir de la Terre des matières fossiles qui serviront à faire de l'énergie, qui aussi s'intéresse à la dégradation rapide de la biodiversité. Et ce que Leonard Brecht cherche à faire, c'est à mettre des mots sur ce qui se passe, sur ces émotions, qui sont des émotions nouvelles. Et notamment, il a inventé ce mot qui a un relatif succès, qui est la solastologie, donc qui est le mal-être qu'on éprouve quand on voit disparaître des paysages qui nous ont constitués, au fond. Et donc je l'ai mis ici en avant parce que ce que j'aurais à vous dire, en particulier à propos du rapport entre les politiques culturelles et le chaos climatique dans lequel nous sommes entrés maintenant, ça relève aussi d'émotions, d'émotions que je partage, comme beaucoup d'entre vous, par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et ces émotions, donc, elles ne sont pas paralysantes. Je ne suis pas victime d'éco-anxiété, comme on dit. D'ailleurs, je pense qu'il est plutôt sain qu'on soit anxieux. Mais ces émotions me mettent en mouvement et m'invitent notamment à changer un peu la façon de parler des politiques culturelles et de les concevoir et de m'intéresser à des sujets comme celui-ci. Alors j'avais déjà connu ça il y a quelques années, je ne vous le cache pas, c'était le 11 septembre 2001, le jour des attentats donc, au World Trade Center, où j'étais à ce moment-là en train de travailler sur une étude consacrée à l'offre d'enseignement musical dans une région. Et je faisais une forme de recensement et de cartographie de l'enseignement musical dans cette région, c'était les Pays de la Loire, quand sont produits donc, les attentats au World Trade Center. Et je me suis dit, là, je ne suis pas vraiment en phase avec ce qui se passe dans le monde. Je suis un peu décalé avec tout ça, et ça m'a conduit à m'intéresser à d'autres sujets, et notamment, au fur et à mesure, à m'intéresser finalement aux droits de l'homme, à la culture, comme à une composante des droits humains, aux droits culturels. Et c'est ce qui m'a amené, tout à l'heure j'avais dit, donc, à m'intéresser aux droits culturels, avant même que ce soit pris en charge par 3 textes de loi, comme tout à l'heure j'aurai l'occasion de le préciser. Mais déjà, j'avais senti qu'on ne pouvait pas continuer dans le monde tel qu'il évoluait à s'intéresser à la culture simplement en termes de services publics, d'offres, d'activités ou de pratiques, ce que j'avais fait auparavant, mais qu'il fallait revenir sur des enjeux un peu plus fondamentaux. Et la crise climatique que nous commençons à percevoir un peu plus précisément aujourd'hui m'amène à le faire encore plus nettement, mais sur un mode assez sensible ou émotif, et pas uniquement sur un mode un peu intellectuel. Les choses sont graves et nous obligent beaucoup. Alors, je vais avoir dans mon propos deux parties. Une partie rétrospective, d'abord, où je vais revenir sur les politiques culturelles, au fond pour vous dire qu'il y avait déjà des éléments qu'il fallait interroger, il y avait déjà des éléments sur lesquels il fallait peut-être envisager des évolutions assez sensibles de ces politiques qui ont produit des résultats bénéfiques, positifs, j'en parlerai, mais qui ont aussi montré des limites. Et donc j'essaierai de le dire en opposant le concret de ces politiques culturelles et puis ce que j'appelle leurs fantômes, donc des choses auxquelles on a fait référence, dont on a parlé, mais qui n'ont pas eu beaucoup de réalité, qui sont des choses fantomatiques comme ça, qui errent dans l'histoire des politiques culturelles, mais qui n'ont pas de concrétisation. Et puis une deuxième partie qui est plus prospective sur les orientations pour l'avenir. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une orientation qui a été consacrée par la loi autour de la question des droits culturels, mais il me semble qu'il y a une autre orientation aujourd'hui qui est de faire face aux conséquences du dérèglement climatique et de prendre leurs responsabilités aussi, enfin prendre leur part dans ce que l'on peut faire face à ce dérèglement climatique. Alors sur le premier point, donc la partie plutôt rétrospective, j'ai cherché en fait à savoir comment présenter l'état de ma réflexion à ce sujet. Et j'ai retrouvé un texte qui apparaît en haut à droite de Violette Morin, qui a été, je crois, la première épouse de Edgar Morin,
et qui avait publié en 69 un article sur le discours d'André Malraux, les discours d'André Malraux, la façon qu'il avait de concevoir la culture et les politiques culturelles. Bon, ce texte s'appelait la culture majuscule, et il y avait donc dans ce texte une formule qui m'a paru intéressante, c'était le lyrisme de l'impossible. C'est-à-dire, au fond, Malraux évoquait quelque chose qui était son projet, mais dont on pouvait se demander si c'était possible ou réalisable, donc ce lyrisme de l'impossible. Et au fond, je me suis dit que ça pouvait très bien coller au sentiment que j'avais quand je parlais des politiques culturelles, qui était qu'il fallait que je sépare maintenant deux choses, que j'avais longtemps un peu confondues. Ce que j'avais confondu, ce que j'avais essayé de combiner comme beaucoup d'auteurs travaillant sur les politiques culturelles, c'était d'un côté les idées, les rêves qu'on pouvait avoir à propos de la culture et du rapport que l'on peut avoir à l'égard de la culture, les utopies qu'on pouvait avoir à ce sujet, et puis ce qui était fait concrètement, matériellement. Et les deux étaient mélangés, au fond, on avait comme ça des allers-retours entre les idées, les rêves, les projets, les ambitions, les utopies, et puis la réalité, et les deux s'alimentaient. Et j'avais plutôt le sentiment, au fond, qu'il fallait mieux maintenant ne pas continuer à faire comme si les deux choses s'alimentaient, mais à bien distinguer le concret des politiques culturelles, ce qui avait été réalisé concrètement, et puis de l'autre côté, les utopies, les rêves qui hantent ces politiques, mais qui ont du mal à se réaliser, en fait. Et donc je vais distinguer deux faces. Alors j'ai pris ce tableau, ce portrait de Dora de Picasso pour illustrer les deux faces, ou les deux profils si vous voulez. Et puis j'ai pris aussi la couverture de ce très beau livre d'Enzo Traverso qui s'appelle Mélancolie de gauche. Alors j'en dirai quelques mots après. Mais Enzo Traverso dit qu'au fond, dans l'histoire d'une certaine gauche, on a beaucoup parlé, beaucoup évoqué des défaites passées, et les défaites passées alimentant les rêves pour l'avenir. Mais au fond, donc, ça reste des rêves, et finalement, on a plutôt des échecs et des rêves pour l'avenir. Et donc, voilà, j'ai pensé à distinguer les réalités de ces politiques culturelles de leurs fantômes, les fantômes étant la mémoire de leurs espérances. Et ceci, je vais le présenter, alors j'espère que ce sera relativement clair, puisque je ne l'ai pas présenté encore de façon aussi détaillée auparavant, donc c'est la première fois que je vous présente les choses comme ça, avec d'abord donc une diapositive sur les politiques culturelles au concret, et puis une autre sur les fantômes de ces politiques, donc ce qui a été souvent évoqué, mais qui s'est très peu traduit concrètement. Alors au concret, les politiques culturelles, effectivement, elles ont d'abord bénéficié d'un héritage. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir des politiques culturelles, alors l'histoire peut les faire remonter très loin, mais on peut simplement s'arrêter au début du ministère Malraux, on peut remonter à la fin de la Troisième République, on peut remonter à la Révolution, mais à chaque fois que l'on donne des dates de départ, il y a déjà un héritage. Il y a un héritage de monuments, ce qui va donner les monuments historiques qu'on va essayer de conserver. Il y a un héritage d'équipements, il y a des théâtres, il y a des opéras, il y a des musées, des salles dans lesquelles des manifestations pouvaient avoir lieu. Il y a des collections de livres, je ne suis pas évoqué, pardon, les bibliothèques, il y a des bibliothèques bien sûr, les collections de livres ou d'œuvres d'art, et puis il y a une histoire assez ancienne de financement public, surtout en France, donc de financement par l'État de ces équipements, l'achat de nouvelles pièces pour ces collections, etc. Donc on hérite de tout ça, concrètement c'est là, hein, et ça fait une base pour nos politiques culturelles. Ensuite, il y a des modalités concrètes. Hein, comment ça s'opère? Eh bien, ça s'opère par ces politiques culturelles s'opèrent par des échanges entre les pouvoirs publics et des milieux culturels professionnels. Les pouvoirs publics tout seuls ne feraient pas grand-chose. Hein. Il faut des artistes, il faut des experts, parfois des experts relativement savants,
qui vont essayer ici de dire ce qui a de la valeur, ce qui mérite d'être protégé, ce qui mérite d'être montré, et donc dans un échange avec les pouvoirs publics qui vont leur donner un certain nombre de moyens pour agir. C'est le point suivant, les expressions, c'est la distribution de ressources publiques. Donc les pouvoirs publics vont distribuer des ressources matérielles, des équipements, des moyens financiers, du personnel éventuellement, et on va créer comme cela, faire apparaître des équipements. La politique culturelle, au concret, c'est une politique d'équipement. On fait apparaître beaucoup d'équipements qu'on rénove éventuellement, qu'on dote de plus en plus de matériel. Et on va aussi créer des emplois concrètement pour que ces équipements fonctionnent, pour qu'ils puissent accueillir le public et qu'on puisse y réaliser un certain nombre d'activités culturelles, que ce soit la protection de collections de fonds de livres, ou ce soit des productions de spectacles ou des expositions. Et puis on va, comme on dit, socialiser les risques artistiques, c'est-à-dire on va dire aux artistes, eh bien, vous pouvez continuer à agir, prendre des risques pour créer des œuvres nouvelles, par exemple, mais vous n'assumerez pas les risques, c'est la collectivité dans son ensemble qui va, au fond, vous permettre, par des financements, de socialiser ces risques et donc d'éviter que ça vous coûte, à vous, à vos producteurs, trop d'argent au risque de ne pas pouvoir mener vos activités. Alors tous ces éléments matériels vont être utilisés par les acteurs que ça implique. Alors notamment, eh bien, on va voir apparaître de plus en plus de professionnels dans les politiques culturelles, c'est-à-dire l'ère des militants, des bénévoles qui étaient très nombreux s'efface et on voit de plus en plus de professionnels et donc d'ailleurs des formations de ces professionnels, comme celle que je dirige encore à Sciences Po, mais il y en a à peu près 200 actuellement en grade de master, puis on a des licences d'art du spectacle, etc. Donc on forme des professionnels pour mettre en œuvre ces politiques culturelles, ce qui est parfois créé par des individus, des personnalités qui font des festivals, qui créent des lieux, etc. Eh bien ça dure, ça s'institutionnalise. Il y a une forme aussi de privatisation, parce que dans les équipements culturels, parfois, eh bien, les personnes qui les dirigent marquent de leur personnalité, justement, ces équipements. Hein. Donc, une scène nationale, un centre dramatique, un centre chorégraphique sont marqués par la personnalité de leur directeur et maintenant de plus en plus de leur directrice. Donc, il y a une forme ici de privatisation dans l'institution. Et puis, il y a des publics aussi qui ont parfois tendance à privatiser ces lieux, hein, où ils se retrouvent régulièrement, ils sont un peu chez eux dans ces équipements, et il y a parfois même un effet sensible pour des publics moins habitués à fréquenter les lieux culturels, qui ne se sentent pas aussi bien chez eux qu'un public qui est averti, qui vient régulièrement. Alors il y a des menaces aussi hein, sur les politiques culturelles, des menaces très concrètes, qui sont alors dans un autre sens qu'on appelle le déclin des institutions. Ce sont des enquêtes plus récentes sur les pratiques culturelles des Français qui le montrent et qui disent que, notamment chez les jeunes générations, le rapport aux institutions n'est plus ce que l'on a connu auparavant, c'est-à-dire que les institutions qui pouvaient dicter le beau, le bon, le souhaitable, ce qu'il fallait admirer, aujourd'hui n'ont plus cette capacité hein, de prescrire des comportements, et on sent que leur force est plus faible, au fond, et qu'elles ne parviennent pas d'ailleurs même à attirer un public plus jeune dans leur salle. Donc il y a quelque chose ici qui se dérègle. Une autre menace aussi est la marchandisation, parce qu'au fond, cette politique culturelle au concret, c'est beaucoup traduite par le fait que l'on vendrait des places ou des droits d'entrée dans des salles d'exposition, dans des musées, et qu'au fond on était dans un rapport assez marchand en fait, et que la vie culturelle bien souvent était réduite au fait d'acheter, de consommer des billets pour entrer dans des lieux. Hein. Au concret, c'est souvent ça qui est très visible aujourd'hui. Il y a aussi une menace alors qu'on a senti après pendant la crise sanitaire, parce que l'après-crise sanitaire n'est pas encore pour aujourd'hui, c'est la Netflixisation. Ça veut dire qu'on a
après avoir rejeté ou mis en cause l'usage des médias, on s'est dit pendant la crise sanitaire que c'était par les médias et par les tuyaux qu'on allait pouvoir avoir accès aux œuvres, aux spectacles enregistrés, diffusés, et qu'on avait donc désormais peut-être une tendance à privilégier la vidéo, le numérique pour avoir accès à des œuvres. Donc ce qui devient finalement une composante ou une part de tous ces flux culturels qui circulent parmi les tuyaux de la vidéo à la demande ou du téléchargement sur des plateformes. On a aussi une menace, alors plus politique celle-ci, c'est le retrait ou alors à l'inverse du dirigisme de la part d'acteurs politiques. Tout à l'heure j'ai parlé dans l'histoire de ces échanges, mais maintenant il y a parfois des acteurs politiques qui sont plus éloignés des questions culturelles, qui les portent moins, qui sont moins attachés, ou à l'inverse d'autres acteurs politiques qui sont interventionnistes et qui veulent diriger ce secteur avec des décisions plus autoritaires, mais moins négociées du coup avec les professionnels. Et je ne sais pas si vous avez reconnu quelqu'un dans mon propos, mais je pense qu'il y en a un parmi vous au moins qui a reconnu quelqu'un. Voilà, donc on a ce genre de comportement qui existe et qui n'est pas le monopole de cette personne. Il y a toujours donc des ressources quand même pour le secteur culturel, s'il veut se défendre et défendre l'existence des politiques culturelles, qui est de montrer qu'on a affaire maintenant à un secteur économique. Au fond, les politiques culturelles ont permis de soutenir tout un secteur économique avec des entreprises, avec des emplois, donc une dimension aussi sociale. Et lorsqu'il y a eu, avec les confinements, un certain nombre d'arrêts, de mise en cause de la vie culturelle, ça s'est traduit par des risques pour des entreprises, des risques pour des emplois, et heureusement il y a eu des politiques extrêmement fortes de la part de l'État et des collectivités territoriales pour soutenir ce secteur, donc éviter les fermetures, éviter les licenciements, pas totalement, mais en grande partie quand même. Et donc on a eu ici, au fond, la traduction du fait que ces politiques culturelles avaient au fond une utilité qui était de soutenir un secteur économique et des emplois. Alors, il y a l'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan et un maître mot de l'action des pouvoirs publics dans ce domaine. Et on se dit, bon, effectivement, il y a un problème notamment avec le jeune public, il y a un problème de renouvellement générationnel des publics, des lieux culturels. Par l'éducation artistique et culturelle, on va au moins permettre à des jeunes de fréquenter des équipements, d'avoir des rapports avec des artistes, d'avoir des activités artistiques par la pratique, et au moins par cela, on va continuer quand même à avoir des politiques culturelles un peu plus efficaces et qui vont toucher un jeune public. On pourrait rajouter ici le pass culture aussi, le financement de la consommation culturelle va être aussi un élément clé pour sauver ces politiques. Et puis on a aussi quand même en France un patrimoine et un goût pour le patrimoine qui ne se dément pas, qui reste assez solide. Donc le patrimoine est toujours une valeur incontestable et on ne mettra pas en cause ce qui fait patrimoine, mais on va de plus en plus considérer comme patrimoine des choses qui ne l'étaient pas auparavant. Donc on va patrimonialiser de plus en plus de biens matériels ou immatériels pour les protéger au titre de la sauvegarde du patrimoine. Alors il y a quelques défis dans ces politiques au concret. Aujourd'hui, un défi important, c'est l'état des finances publiques. Donc tout ça a un coût, et bien sûr, nos finances publiques ne sont pas un petit pays économiquement, 5e ou 6e puissance mondiale, on a de quoi faire. Mais on a peut-être d'autres priorités, des arbitrages à faire. Alors, notamment, je vais en parler à propos des questions de transition écologique. Donc des priorités qui vont peut-être se faire au détriment des questions culturelles, et le défi aussi qu'on peut évoquer, c'est celui de la durabilité, pour reprendre cette expression, c'est-à-dire dans quelle mesure nos politiques culturelles ne sont pas elles aussi considérées comme insoutenables, non durables, consommant trop d'énergie, notamment pour les transports, la mobilité des artistes et du public, des équipements qu'il faut chauffer, enfin celui dans lequel on est relativement chaud, mais il y a parfois des équipements qui sont plus difficiles à chauffer et plus coûteux si on veut accueillir le public dans des conditions
insupportable. Donc voilà, il y a plein de questions qui vont se poser aujourd'hui. Mais indéniablement, les politiques culturelles en concret, elles ont un succès, c'est les équipements nombreux qu'on a en France. C'est une chance dans notre pays par rapport à d'autres où on n'a pas autant d'équipements à proximité et de la même qualité. Donc c'est ce qui a fait l'aménagement culturel du territoire, qui est vraiment un résultat très, très positif, mais encore une fois très concret de ces politiques. Voilà, alors du coup, il y a maintenant le revers, hein, la face négative, au fond, que j'appelle les politiques culturelles fantômes. D'où le noir de la diapositive ici. Alors ces politiques culturelles fantômes, c'est ce qu'elles comprennent comme idée, comme valeur, comme utopie, comme ambition. Et c'est là où on a des choses qui... vous savez, comme ces fantômes, hein, alors c'est pas un fantôme forcément méchant, c'est peut-être un fantôme qui a beaucoup de charme, mais qui n'existe pas, en réalité. C'est ça qui fait la difficulté. Donc il y a des héritages, effectivement, de cette politique culturelle fantôme. Ce sont des valeurs politiques qu'on a mises sur les questions de culture, l'émancipation par la culture, l'égalité ou l'égalisation des conditions face à la culture, la démocratie, la démocratisation culturelle, où on amène parfois, dans certains pays, des projets de transformation de la société par la culture, donc transformation à la fois culturelle et sociale, où on pense donc que la culture est porteuse une force de changement considérable. Alors, les modalités de ces politiques culturelles fantômes, c'est là où je vais revenir sur la mélancolie de gauche, pour reprendre le beau titre de Enzo Traverso, où on a effectivement dans les milieux culturels des mémoires de belles défaites. Certes, à la Révolution, on a commencé à protéger le patrimoine et on en a fait une valeur nationale. Mais est-ce qu'on a réussi finalement à faire en sorte que ce patrimoine soit accessible pour tout le monde et que tous les Français se reconnaissent dans le patrimoine national? Alors peut-être pas, mais on l'a fait évoluer. Certes, à la fin du 19e, au début du 20e, notamment, on a créé des universités populaires, on a créé le théâtre populaire, s'est inventé à ce moment-là. Mais on n'a pas, bien sûr, tout à fait popularisé le théâtre. Ça a été repris après, dans les années 30, avec le Front populaire et la politique de Janssen, mais le Front populaire n'a pas beaucoup duré. Ça a été repris un peu, d'ailleurs, sous Vichy, à travers l'école des cadres du Riage, Jeune France. Ça s'est arrêté en 1942, puis après tout ça a évolué différemment. Ça a repris à la Libération, le Festival d'Avignon en 1947, les centres dramatiques nationaux, la création du CNC, il y a eu des choses, et puis après la 4ème République n'a pas tenu le rythme, et donc on a relancé avec Malraux, etc. On pourrait refaire comme ça toute l'histoire, des choses qu'on a tentées, qu'on a faites. Il y a eu des réalisations, bien sûr, mais on a buté sur des obstacles, les résultats n'ont pas été à la hauteur, alors notamment, bien sûr, sous Jack Lang, un budget de la culture qui a été doublé par rapport à son prédécesseur, à un moment où les budgets des collectivités territoriales, des grandes communes notamment en matière culturelle, ne cessaient de croître, et au bout de 10 années, enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui dit finalement on n'a pas vraiment réussi à changer la donne en matière de rapport entre les Français suivant leurs profils sociaux et les équipements culturels qui sont au cœur des politiques publiques de la culture. Alors, il y a eu bien sûr des évolutions, il y a eu des changements, il y a eu des équipements, mais en termes de valeur, vous voyez la valeur de la démocratisation, ça reste encore à venir en fait. On est toujours là, donc on échoue, mais c'est pour donner maintenant un nouvel objectif qui fait que désormais on va peut-être atteindre ceci. Et donc on a l'espoir de victoire future si on a quand même un regard sur le passé qui montre des défaites, alors pas des défaites absolues bien sûr, mais finalement donc des choses qui n'ont pas été tout à fait à la hauteur des ambitions. Alors ça s'est exprimé par un certain nombre de discours politiques et par des mythes politiques. Alors on a parlé, ni Malraux ni Lang d'ailleurs ne l'ont fait, mais après eux, on a parlé de démocratisation culturelle, et puis on a parlé de démocratie culturelle,
On a parlé de développement culturel, années 70, on a parlé, alors plus récemment, années 90, d'industrie culturelle et créative, années 90 et 2000. Et on parle maintenant de droit culturel. Alors tout à l'heure, j'en dirai un peu plus. Donc, qui sont comme ça des grandes valeurs, des grands référents, donc les droits culturels dans les droits humains, la démocratie ou la démocratisation, ça fait référence au projet, aux valeurs démocratiques, le développement, etc., la créativité. Bon. Mais ces expressions, en fait, qu'est-ce qu'elles donnent concrètement et on voit que, du point de vue des usages de tous ces éléments, il y a des formes d'inertie discursive, c'est-à-dire qu'on continue à parler encore aujourd'hui de la démocratisation culturelle, par exemple, de l'accès de tous à la culture, même si finalement on ne sait plus très bien ce que la culture désigne ici, et même si on se rend compte que finalement, bon, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas à la hauteur des espérances. On empile tout ça, c'est-à-dire on peut avoir dans le même texte, et tout à l'heure je vous en montrerai à la fois de la référence à la démocratisation, la référence aux droits culturels, etc., la référence aussi aux industries culturelles et créatives, donc on empile tout ça et on fait un peu de tout dans les politiques culturelles. Il y a un essoufflement politique, donc tout à l'heure j'ai un peu évoqué, de moins en moins de militants de ces questions, et même chez les élus, de moins en moins qui croient encore à ces enjeux. Et puis on peut avoir ce qu'on pourrait appeler des passions tristes, c'est-à-dire on va politiquement utiliser, parler de culture en politique, mais plutôt pour les guerres culturelles, pour évoquer les guerres de civilisation, les clashs de civilisation, ou pour évoquer tout simplement donc, les menaces que certaines cultures font imposer sur d'autres. Donc quelque chose qui est moins porteur d'espérance et plutôt porteur de crainte, de menaces qui se traduiraient politiquement sur les questions culturelles. Alors, les menaces que nous connaissons justement, c'est que tous ces fantômes qu'on a vus, qui sont passés, repassés, évidemment on n'y croit plus, quoi, ces fantômes, donc ils cessent de hanter les contemporains, où on a d'autres mythes politiques qui apparaissent, mais plus en matière culturelle. Alors les grands mythes politiques aujourd'hui, c'est le développement durable, c'est la croissance verte par exemple, tout à l'heure j'en parlerai un petit peu, et puis on voit apparaître de nouveaux enjeux culturels et politiques, mais qui ne sont pas directement liés à ce qu'on appelle, nous, les politiques culturelles. Les questions d'égalité femmes-hommes, par exemple, effectivement, ça a une dimension culturelle incontestable. C'est bien un enjeu culturel de considérer femmes et hommes à égalité, sans discrimination. Les migrations sont des enjeux qui portent des enjeux culturels aussi. Les transitions, alors, écologiques, numériques aussi, sont des éléments qui ont des dimensions culturelles, mais ce sont d'autres questions que celles qu'on a traitées dans le cadre des politiques culturelles plus traditionnelles. Alors, les ressources pour les politiques culturelles, ce serait d'avoir une nouvelle utopie, de trouver une nouvelle utopie qui permettrait à ces politiques de retrouver du sens, notamment dans leur rapport aux enjeux écologiques. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, j'en dirai quelques mots, et bien sûr, les défis de ces politiques culturelles fantômes, c'est le défi de la concrétisation, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'idées, toute une série de valeurs, de rêves et d'utopies, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se réalise? Et c'est là où il y a effectivement beaucoup de difficultés. Alors, je ne dis pas quand même que tout a échoué, bien sûr, il y a des succès, mais qui sont, enfin, des moments où effectivement les valeurs et les actes ont correspondu. Ça, bien sûr, ça a existé, mais c'est resté peut-être marginal, relativement périphérique, mais pas central. Donc voilà une lecture, alors j'en conviens un peu dur de ce qui s'est passé, mais c'est là où j'en suis aujourd'hui, ce qui fait qu'au fond, il y a deux directions dans les politiques culturelles, c'est l'image qui les représente. Il y a des politiques qui sont des politiques pour le secteur culturel professionnel, qui ne sont pas parfaites, qui ne bénéficient pas à tout le monde. Il y a aussi ici là, des formes d'inégalité, des gens qui sont très protégés, qui bénéficient de beaucoup de soutien par les pouvoirs publics, d'autres peu, ou voire pas, ou de moins en moins, mais on a effectivement une politique pour le secteur culturel professionnel. Donc ça existe avec du concret, c'est là où la politique est concrète. Et puis il y a une autre direction, et je ne crois pas que ça converge toujours, qui est ce que Philippe Urfalino appelait une politique culturelle, c'est la culture comme un levier
d'action sur la société. Donc quelque chose là qui ne se limite pas au secteur culturel professionnel, mais qui envisage de faire bouger la société complètement. Et c'est là où on a les utopies, au fond, et pour reprendre un livre, un titre de livre d'Éric Chauvier, on a les mots, mais on n'a pas la chose. En fait, il y a un divorce entre les deux. Et ce qui fait que s'il y a ce divorce-là, eh bien, ça nourrit un débat sur les politiques culturelles, les modèles qu'on a connus, les orientations de ces politiques, et un débat pour faire changer les politiques culturelles, pour de nouvelles orientations de ces politiques à l'avenir, pour qu'il n'y ait pas cette divergence entre ces deux types d'actions. Voilà, alors j'espère qu'on pourra y revenir après, que cette présentation rapide, synthétique, et un peu dure, avec une thèse, bien sûr, à l'intérieur, vous a convaincu, en tout cas, que vous l'avez entendu. Mais on pourra tout à l'heure, en répondant à des questions, éclairer un peu tout ça. Maintenant, je passe à la deuxième partie de mon propos, qui est plus maintenant prospectif, ou partie prospective, pardon, pour voir quelles sont les orientations des politiques culturelles pour l'avenir. Alors, je vais commencer ici par la question des droits culturels, puisque cette orientation relativement nouvelle a été consacrée par des textes de loi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et la question qui peut se poser, vous savez que c'est la question sur laquelle j'ai le temps de travailler, c'est quel changement ça produit. Donc quel changement par les droits culturels, puisque 3 lois ont fait le droit culturel, donc le cadre de référence de l'action conjointe de l'État et des collectivités territoriales, ce qui d'ailleurs est une première, hein. C'est la première fois que dans des lois, on formule en quelques mots, au fond, le projet des politiques culturelles. On essaie de définir ces politiques qui ne sont pas faciles à définir, elles sont très, très diversifiées, très éclatées, ce qu'on fait en lecture publique ou en archives, ce qu'on fait en théâtre de rue, en musique actuelle, ou pour la conservation, la circulation des œuvres. Tout ça, ça fait donc une politique un peu difficile à rassembler. Mais on ne l'avait jamais vraiment tenté. En tout cas, là, maintenant, on a des textes de loi qui l'ont fait. Alors, je ne vais pas ici le détailler. J'ai les 2 articles des 2 premières lois. Donc, la loi NOTRe, qui est une loi sur l'organisation territoriale. C'est une loi de réforme territoriale qui, d'ailleurs, au départ, ne comprenait pas cet article 103. Il a été en fait proposé par des sénatrices, et c'est au Sénat qu'il a été soumis au débat sur cette loi, et qu'il a été après adopté dans une formulation identique, autant à l'Assemblée, à la Chambre des députés, enfin, j'ai un vocabulaire très 4ème République là, à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc dans les mêmes termes. Qui n'était pas donc dans le texte initial, mais assez logiquement, quand on parle de politique, quand on parle d'organisation territoriale, on parle assez logiquement de politique culturelle, puisque, comme je l'ai dit, ce sont les collectivités territoriales qui financent le plus ces politiques culturelles. Et donc, la formulation qui a été introduite par l'article 103, c'est la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, donc une convention de l'UNESCO, de l'Organisation des Nations Unies pour les sciences, l'éducation et la culture. Et donc cette formule vous dit maintenant, voilà, ce qui fait l'action de l'État et des collectivités territoriales en matière culturelle, c'est d'être dans le respect des droits culturels. Alors on retrouve dans une loi alors, plus spécifique au secteur culturel, puisque c'est la loi sur la création artistique, l'architecture et le patrimoine de juillet 2016, à peu près la même formulation, un peu plus longue, mais on parle également donc, de l'État et des collectivités, mais on dit services centraux et déconcentrés, je ne sais pas pourquoi on précise ça, parce que c'est l'État, bon. Les collectivités territoriales et leurs groupements, bon là on peut encore le préciser, ainsi que leurs institutions publiques, donc définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels, etc., des politiques en faveur de la création artistique, je résume à peu près la formule ici. Et puis la dernière loi, c'est la loi de 2019 qui a créé le Centre national de la musique, donc établissement public qui a à peu près la même définition
missions, disons que le Centre national du cinéma et de l'image animée ou du Centre national du livre, établissement qui est le point de dialogue entre l'État et le secteur professionnel de la musique ici, et son article premier vous dit donc que parmi les missions de ce CNM, il y a de soutenir dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes et en garantir donc la diversité du secteur professionnel dans le respect de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la Convention, etc. de 2005. Donc on reprend à peu près les mêmes termes. Donc voilà le cadre. Alors là c'est plus pour le domaine de la musique, mais donc les deux autres lois donnaient bien ici un rappel dans les mêmes termes que les droits culturels sont donc le cadre dans lequel on doit réaliser les politiques de la culture. Alors j'ai rajouté ici, et c'est ce à quoi tout à l'heure je faisais référence, le décret de 2017 qui a été repris pour tous les ministres de la culture, toutes les ministres de la culture d'ailleurs qui ont suivi, qui a énoncé les missions ou attributions du ministre de la culture ou de la ministre de la culture. Et alors on voit que la première formule, c'est la formule d'origine, celle de 59 qui a valu pour André Malraux, qui a été un petit peu réduite, mais enfin on la retrouve ici. Donc le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. Alors sous Malraux, c'était de rendre accessible au plus grand nombre possible de Français. Alors on a supprimé français, mais on a supprimé aussi possible. Et là, je ne sais pas si, vous voyez, là on est en train de partir du côté de l'utopie. Possible, c'était plus réaliste quand même. Mais bon, on a supprimé. Donc les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. Bon, la France et l'humanité sont à rang égal, hein, c'est dans l'esprit de Malraux et de De Gaulle, c'était à peu près comme ça que ça se passait. Et puis, donc, deuxième alinéa, à ce titre, il conduit la politique de sauvegarde, de protection, de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes. Il favorise la création des œuvres de l'art et de l'esprit. Là aussi, c'était en 59 à peu près la même formule. On disait que les œuvres de l'art et de l'esprit, enfin la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que la création enrichissait le patrimoine en 59. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ça paraît d'être deux choses différentes. Mais on a rajouté la participation de tous à la vie culturelle et artistique. Et ça, la participation à la vie culturelle et artistique, c'est une référence à la formulation qui est centrale pour le droit culturel, qui est la participation à la vie culturelle. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'en France, on rajoute toujours vie culturelle et artistique. Éducation artistique et culturelle. On fait comme si les arts n'étaient pas dans la culture, qu'il faut donc les rajouter. Alors en fait, les arts sont dans la culture, enfin sont une des composantes de la culture, mais en France, c'est toujours cette fixation, on pourra y revenir si vous voulez après. Et c'est là où on voit donc deux paradigmes de politique culturelle dans le même texte, puisque d'un côté, c'est la démocratisation de la culture, et de l'autre, c'est le respect des droits culturels. Et puis après, on va pouvoir, au cinquième alinéa, trouver, il veille au développement des industries culturelles et créatives, donc autre paradigme de politique culturelle qu'on a trouvé beaucoup en Grande-Bretagne, en Australie notamment, dans différentes villes de France. Donc on a, vous voyez, tout un tas de mélanges en fait de modèles de politique culturelle dans le même texte qui définit les missions du ministre de la Culture. Donc on comprend leur épuisement au fur et à mesure parce qu'il n'y a ici aucune direction, mais toutes les directions en même temps. Alors ces droits culturels, donc un peu plus précisément, il y a des bases juridiques qui sont, on l'a vu, la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Donc c'est cette convention qui est visée par la loi NOTRe de 2015. Et cette convention de 2005 de l'UNESCO, elle renvoie à d'autres textes. C'est souvent ça en droit, c'est-à-dire un texte renvoie à d'autres textes, qui renvoie à d'autres textes, etc. Et donc, dans son préambule et dans son article 2.1, elle renvoie à un autre texte de l'UNESCO qui est une déclaration, non pas une convention sur la diversité culturelle, donc un texte plus symbolique, de 2001. Elle renvoie au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966, le PIDESC. Alors, il faut dire très rapidement que après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
Il a fallu préciser un peu ces dispositions, et il y a eu deux grands pactes. Donc le pacte international des droits économiques et sociaux et culturels d'abord, puis le pacte international des droits civils et politiques, si je ne me trompe pas, adoptés en 1966 tous les deux, qui ont été élaborés dans un contexte de guerre froide où plutôt à l'Est on travaillait sur les droits économiques et sociaux et culturels, et plutôt à l'Est et plutôt à l'Ouest, donc sur les droits civils et politiques. Mais on a ces deux pactes dans lesquels on trouve des droits culturels qui sont énoncés, et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et notamment son article 27, qui est, donc tout à l'heure on le reverra, qui est celui où on parle du droit de participer à la vie culturelle, qui est le fondement de tous ces droits culturels. Alors, on voit donc qu'il y a en fait plusieurs textes, alors parfois des instruments de droit international, parfois simplement des déclarations, qui comprennent des droits culturels. Et du coup, il y a eu un travail d'un groupe d'experts qui a été réalisé sur une vingtaine d'années, qui a abouti en 2007 par la formulation de la Déclaration de Fribourg, donc qui est un texte purement d'experts, qui ont essayé de synthétiser dans la même déclaration des droits qui étaient épars, qu'on trouvait dans différents textes. Et ce groupe a été animé par Patrice Meyerbisch, et leur travail a été après reconnu par les Nations Unies. Donc c'est pas un instrument normatif, c'est pour ça qu'on ne le vise pas dans la loi NOTRe, mais c'est un document qui fait la synthèse et qui reformule des dispositions figurant dans différents textes de droit international. Alors ici, je ne vous ai pas mis le droit culturel, la déclaration de Fribourg en détail, c'était lisible dans cette diapo, mais notamment, si, vous pouvez la télécharger si ça vous intéresse, elle est facile d'accès sur le net. Ce que j'ai un peu entouré ici, c'est l'article 4, qui dit très nettement qu'on se trompe si on pense que les droits culturels sont des droits qui justifient un communautarisme. Et au contraire, l'article 4 dit, alors j'ai moi-même des difficultés à le lire d'ici, que toute personne a la liberté de choisir et de se référer à une ou à plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières, et de modifier ce choix. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré. Donc les droits culturels sont des droits de personnes, ces personnes donc sont, je vais revenir en arrière, ne peuvent pas être tenues d'avoir comme identité la culture d'une communauté à laquelle il ou elle appartiendrait par son origine, par ses pratiques religieuses ou autre chose. Donc c'est la totale liberté et non pas l'enfermement dans une communauté, ce qui a parfois été reproché aux droits culturels. Alors, ces droits culturels, pour être plus précis, Patrice Meyerbisch, qui a dirigé les travaux du groupe de Fribourg, d'ailleurs travaux qui reprennent actuellement. Il y a une reprise du chantier sur ces droits culturels, avec de nouveaux experts, à formuler de façon plus synthétique ces droits culturels. Mais comme c'est un travail, au fond, de doctrine juridique, où on prend dans différents textes des éléments qu'on essaie de qualifier avec une formule un peu synthétique, bien d'autres experts, j'ai pris ici une juriste belge qui s'appelle Céline Romainville, qui travaille aussi sur ces questions, qui propose d'autres formulations des droits culturels en s'appuyant sur les mêmes textes de base. Alors, les formulations ne sont pas très éloignées les unes des autres. J'ai mis donc, dans les deux tableaux les droits culturels plutôt issus de la Déclaration de Fribourg, donc liberté de choisir ses références culturelles, liberté d'exercer des activités culturelles, droit de connaître les patrimoines, droit de se référer ou de ne pas se référer à une communauté culturelle, ce que j'ai évoqué à l'instant, droit d'accéder et de participer à la vie culturelle, droit à l'éducation, droit à une information adéquate, droit de participer à la vie culturelle et à ses politiques. Et Céline Romainville formule de façon un peu différente, mais on voit des correspondances, droit d'accès à la diversité de la vie culturelle, droit de participer à la vie culturelle, droit au libre choix,
droit de participer à la vie culturelle, je l'ai repris ici, droit de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre des politiques culturelles, droit à la liberté artistique, droit à la non-discrimination dans l'exercice du droit de participer à la vie culturelle. Donc, ce n'est pas très éloigné, il y a des choses quand même en rouge qu'on ne trouve pas dans les deux tableaux, qui sont relativement différentes, alors qu'on parle des mêmes textes de base, mais là, le travail doctrinal n'est pas tout à fait le même. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de droit culturel comme on parlerait d'un code de copropriété ou du code de la route. Il n'y a pas ici un certain nombre de droits à respecter, mais il y a des choses, des principes, disons, des principes qu'on peut essayer d'interpréter. Mais bien sûr qu'il ne faut pas non plus trahir. Il y a un enjeu ici de respect de ces droits, mais il y a un travail qui donc laisse encore une marge de liberté. On n'est pas du tout avec le droit culturel face à quelque chose de très contraignant. Il y a une marge d'appréciation, d'abord de connaissance de ces droits, de réflexion, de débat à ce sujet. Alors, pour être plus précis, qu'est-ce que ça change, le fait de faire référence au droit culturel? Alors ça, c'est ma proposition que je vous fais, d'après ce que je crois avoir compris de ces droits. Donc voilà, Céline Romainville qu'on voit ici. C'est le premier changement qui n'est pas négligeable et qui renvoie à ce que tout à l'heure je vous ai dit à propos de ma réaction aux attentats du 11 septembre 2001. C'est que, d'un seul coup, les politiques culturelles qui font référence aux droits culturels s'ancrent dans les droits fondamentaux. C'est-à-dire ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement les loisirs ou le temps libre ou les divertissements que l'on peut avoir et comment organiser un petit peu tout ça et les favoriser, mais c'est le respect des droits fondamentaux. Donc il y a en jeu des questions de ce type-là, extrêmement importantes, qui peuvent toucher des personnes. Alors, par exemple, la question de la langue, quand on parle des langues minoritaires dans des pays, donc on peut avoir ici un certain nombre de difficultés, ou quand on a un patrimoine culturel ou naturel auquel on tient, qui est mis en cause. Donc il y a ici effectivement des enjeux importants, fondamentaux pour des personnes. Et donc on a ici un certain nombre de rappels que ce qui est en jeu touche au fond aux droits humains. Et du coup, les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter cette partie des droits fondamentaux. Ça rend du coup les politiques culturelles non pas facultatives, mais presque obligatoires, pour en assurer le respect de cette partie des droits humains que sont les droits culturels. Et ça interdit aussi, c'est ce que souvent rappelle Céline Romainville, ça interdit tout recul sensible. On ne peut pas mettre en cause ce qui a été fait, et donc il faut continuer à assurer le financement d'institutions, de dispositifs, d'actions qui visent à garantir le respect des droits culturels. Donc du coup, les politiques culturelles deviennent, vous voyez, plus fondamentales, et avec une dimension d'obligation pour les pouvoirs publics. Bien sûr, il y a des recours. Il y a des recours devant le Conseil de l'Europe, par exemple, qui est une instance dédiée au respect des droits de l'homme, et il y a une jurisprudence sur le droit culturel qui existe, mais bien sûr qui ne concerne pas des problèmes de financement de la création artistique. Il n'y a pas que ça. Il y a parfois des questions qui se posent dans des régimes plus ou moins autoritaires, où il y a des écrivains qui sont censurés, où il y a des spectacles qui peuvent être censurés. Bon, ça ne concerne pas forcément notre pays, ça pourrait le faire, ça pourrait l'être dans quelques temps, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc on est sur des enjeux fondamentaux, et c'est là où la jurisprudence demande au pouvoir public de respecter les droits culturels des personnes, et notamment des artistes. Deuxième point important avec le changement avec les droits culturels, c'est qu'on met les personnes au centre, et même plutôt les relations entre les personnes, puisque voilà, l'article 27 que j'évoquais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, cet article qui dit « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » Donc on voit ici qu'il y a à la fois toute personne, donc ce sont le droit des personnes, mais un droit de participer à la vie culturelle de la communauté, donc d'être en relation avec d'autres personnes. C'est ça qui est en jeu. Et donc c'est cette relation-là qui va compter. Donc on ne dit pas que vous allez imposer à tout le monde votre culture, mais que vous allez participer à la vie culturelle avec d'autres personnes qui ont des droits également. Et ça veut dire qu'on va devoir négocier, discuter, dialoguer entre ces personnes. Et alors du coup, je reviens sur ce que tout à l'heure j'avais montré.
voyez le texte de 1959 qui énonçait la mission d'André Malraux. Rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, d'abord de la France. Ce qui est au centre, ce sont les œuvres capitales. C'est elles qu'il faut rendre accessibles au plus grand nombre de personnes. Là, on vous dit, désormais, c'est le droit de participer, toute personne a le droit de participer à la vie culturelle. C'est pas la même chose. Alors, c'est pas incompatible avec l'accès aux œuvres capitales, mais on sent bien que au centre, ce sont les personnes ici, et leurs relations, et non pas les œuvres, qu'il s'agit de célébrer, d'admirer, comme on pouvait le comprendre dans la formule de Malraux, mais qui reste encore présente dans nos descriptions les plus synthétiques de la politique culturelle, j'en parlerai tout à l'heure. Troisième changement, c'est l'attention aux capacités. Alors j'ai pris ici une formule de Patrice Miller-Bisch, dont j'ai dit qu'il avait animé ce groupe de travail sur le droit culturel, qui dit que l'accomplissement d'un droit de l'homme ne se réduit pas à la satisfaction d'un besoin fondamental. On n'est pas sur des besoins, et que, par exemple, on pouvait l'être avec la question de la démocratisation. On a besoin d'accéder aux œuvres. Il faut répondre à ce besoin. Mais c'est un empowerment ou un renforcement des capacités, ou une capacitation ici, va signifier tout à la fois une augmentation des forces internes au sujet et une reconnaissance, une habilitation par autrui. Ce qui veut dire que ce qui est recherché par les droits culturels, c'est pas que votre besoin d'accéder à des équipements culturels ou à des services culturels soit satisfait, mais qu'on puisse développer les capacités des personnes. Des capacités des personnes qui vont être aussi reconnues par les autres comme ayant plus de capacités, de compétences, de ressources. Et alors c'est ce que la philosophe aussi, Joëlle Zask, a dit quand elle parle de la participation, puisqu'on emploie le terme participer à la vie culturelle. Elle dit participer, c'est bien sûr prendre part. On prend part à quelque chose. Donc on est par exemple dans un public ou dans un groupe qui participe à une activité. Mais participer, c'est aussi, dit-elle, apporter sa part. Donc contribuer. Contribuer et donc avoir un rôle un peu plus important que simplement d'être un participant. Et puis c'est aussi recevoir sa part. Et donc c'est là où il y a quelque chose que l'on va essayer de valoriser dans une politique de droit culturel, qui est au fond le développement des capacités. Alors ça peut être simplement, par exemple, d'avoir plus de capacité de se situer dans l'histoire, d'identifier un patrimoine, d'entrer en relation avec d'autres, d'avoir un dialogue avec des personnes, d'être connu. Et donc c'est tout ça qui va compter, et pas simplement le fait d'avoir consommé un billet pour pouvoir s'asseoir dans une salle de spectacle, ou d'avoir emprunté des livres dans une médiathèque, ce qui est une activité tout à fait louable, bien sûr, mais peut-être qu'on peut essayer d'enrichir en se demandant ce que l'on fait de tout cela, et c'est là où les droits culturels sont plus attentifs. Et puis, le quatrième apport, c'est le plus large périmètre des droits culturels. Alors, quand on parle de culture, je ne l'ai pas dit pour l'instant, bien sûr, mais vous voyez bien qu'au temps de Malraux, on parlait des œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France. C'était pas extrêmement précis non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'est une œuvre capitale, qu'est-ce qu'est une œuvre pas capitale, mais ça ne faisait pas de doute qu'on était face à des œuvres d'art pour l'essentiel, ici, et des œuvres d'art consacrées, au fond, où on voit de l'être parce qu'il y avait aussi la création. Ici, on a une définition de la culture alors, qui circule dans le travail du groupe de Fribourg et que le comité qui suit le pacte international de droits économiques et sociaux et culturels a repris, qui est cette formule-là qu'on trouve ici, les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Et au fond, c'est ce que nous portons. C'est-à-dire que la vision de la culture ici, ce n'est pas un ensemble d'œuvres qui seraient placées au-dessus de nous, au-dessus de la société, mais c'est ce que nous portons en nous-mêmes. Et ce que l'on peut avoir à offrir à d'autres, à échanger avec d'autres, à enrichir de la relation avec d'autres, mais qui nous consacre comme composante, partie de l'humanité. Alors déjà, c'est cette définition plus large qui fait que le périmètre dans le droit culturel, le périmètre de ce qui fait culture est élargi, et élargi bien sûr à une définition de la culture qui a des sujets. Ce n'est pas une culture sans sujet, avec des œuvres simplement dont on ne sait pas d'où elles viennent et qui les a consacrées, mais c'est quelque chose que nous nourrissons.
C'est aussi le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles. Donc vous n'êtes pas simplement un bénéficiaire, mais vous êtes aussi acteur ou actrice de ces politiques. On trouve dans les droits culturels, plus que l'éducation artistique et culturelle, le droit à l'éducation. Donc on n'a pas, comme en France, séparé culture et éducation, voire éducation populaire. Mais tout ça est rassemblé dans ce dont le droit culturel s'occupe, en tout cas, dont on peut s'occuper en faisant référence au droit culturel. Il y a le droit à l'information aussi. Aujourd'hui, le droit à l'information, vous voyez comment c'est important. Avec les fake news, les vérités alternatives, les théories du complot, la circulation d'informations sur plein de réseaux aujourd'hui, la question de l'information et de sa qualité n'est pas négligeable. C'est un adjuvant important des démocraties. Et donc le droit à l'information fait partie des droits culturels, mais aussi on peut rajouter dans des droits qui ne sont pas culturels, mais droits à dimension culturelle, et qu'on trouve dans différents textes, le droit d'association, de réunion, la liberté d'opinion, la liberté de création pour les artistes. Et au fond, on voit que cette conception large des droits culturels et de ce qui fait culture, quand on parle de droits culturels, c'est au fond pour permettre un développement des capacités d'agir démocratiques. Et c'est pas par hasard que ça se trouve à l'origine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un retour au sens politique des politiques culturelles. Bien, là j'ai fait qu'une partie de ma deuxième partie parce que d'abord, on peut se demander si ces droits culturels vont vraiment produire un changement. Il y a eu beaucoup de débats à leur sujet, et je dirais même de débats à leur encontre. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu, y compris dans les milieux culturels, beaucoup de craintes, de peur, et vu des menaces dans les droits culturels, alors pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais on pourra le faire tout à l'heure. Et non seulement il y a des menaces, mais finalement on les oublie assez facilement, les droits culturels. Et j'ai repris ici, vous voyez cette petite image avec ce que j'ai souligné en rouge, c'est ce qu'on trouve sur le site du ministère de la Culture lorsqu'il se présente. Et lorsqu'il se présente, il dit le ministère de la Culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité d'abord de la France. Bon, donc on ne bouge pas de 59, tout le reste. On l'ignore. Alors ça s'est rappelé un peu plus loin, mais quand on veut vraiment dire ce qu'on fait, ben, c'est ça qui compte. Donc on a l'impression qu'en fait, on a adopté des lois, mais que le ministère lui-même ignore les lois de la République. Donc on n'a pas un sentiment qu'il y a un grand soutien de la part du ministère de la Culture à ce sujet. Alors c'est pas tout à fait juste parce qu'on a créé une direction générale de la transmission des territoires et de la démocratie culturelle. Bizarrement, on n'a pas appelé ça transmission territoire et droit culturel, on a dit démocratie culturelle, mais dans cette direction générale un peu transversale, il y a une mission de s'occuper des droits culturels, mais elle est petite, elle n'a pas beaucoup de personnel, elle n'a pas beaucoup de moyens. Bon, elle fait des choses, mais on sent bien que ce n'est pas central dans la politique du ministère, et que les ministres d'ailleurs en parlent très peu, si ce n'est pas du tout, hein, depuis que pourtant les lois en font le cadre dans lequel on doit penser le droit culturel. A contrario, je vais vous montrer que en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la Belgique étant un État fédéral, il y a donc 3 communautés, flamandes, wallonnes et germanophones. Et donc les Wallons ont créé une fédération entre la ville de Bruxelles, enfin la région de Bruxelles et puis la communauté wallonne. Et ils ont un ministère de la Culture qui, lui, s'empare beaucoup plus de cette question, notamment quand il a défini, par décret, ou redéfini la mission des centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors les centres culturels ne sont pas comme en France, où on a distingué les maisons de la culture, des maisons des jeunes et de la culture. Les centres culturels sont un peu une synthèse entre des équipements culturels et socioculturels. Et donc il y a un décret qui fait référence donc, au droit culturel, et puis il y a 2 cahiers méthodologiques où on a précisé comment ces centres culturels devaient mettre en œuvre les missions qu'on leur a données, donc mission d'épanouissement humain, vous voyez qu'on est sur des questions beaucoup plus générales que celles que l'on voit en France, et on trouve ici à peu près ce que j'ai dit sur le large périmètre des droits culturels, et on donne des outils pour piloter un centre culturel et faire en sorte qu'on y mette en œuvre ces droits culturels.
Et je terminerai pour cette référence aux Belges sur cette boussole, ou ces boussoles, où on a dit, voilà comment vous pouvez piloter un centre culturel. Et dans ces boussoles, vous voyez qu'il y a d'un côté, alors en prenant la boussole de gauche, la démocratisation de la culture, donc on ne la rejette pas, donc c'est l'accès, l'initiation à la culture, mais on a aussi la démocratie culturelle, par les citoyens cette fois-ci, et non pas pour, avec leurs initiatives, leur pouvoir de décision, d'action, et on a comme objectif de déconstruire, de réinventer, donc d'avoir un esprit critique au fond, et puis on a aussi comme objectif en bas de refaire corps, donc de faire du lien entre les individus, de partager, et on met les humains au centre. Donc on est bien dans une logique droit culturel ici. Alors on retrouve ça dans l'autre boussole à droite, où on a la transmission, qui passe effectivement par cette logique de démocratisation, mais on a aussi l'expérimentation, donc quelque chose de beaucoup plus actif. Et ça fait très longtemps que les Belges défendent plutôt la démocratie culturelle contre les visions que Malraux pouvait proposer. La capacité critique et la capacité de reliance en bas et toujours les humains au centre. Mais là, on a accompagné, vous voyez, les acteurs belges. On ne sait pas dire que tout se passe facilement non plus, mais on est dans une politique qui est à la fois une ambition, une utopie, mais il y a des moyens concrets qui sont mis en œuvre pour que ce soit réalisé. Ce qui n'est pas le cas forcément en France, pour les raisons que j'ai déjà présentées tout à l'heure. Et puis, ces droits culturels, ils ont été introduits dans nos politiques depuis quelque temps. Je regarde l'heure qui file, ça va, ou bon, j'ai encore un petit développement à faire sur les transitions. Ils ont été introduits à un moment où beaucoup d'acteurs des politiques culturelles avaient plutôt l'impression que c'était moins le changement qu'il fallait promouvoir que la préservation, la sauvegarde de tout ce qui avait été créé, notamment à l'ère langue. Et on est, maintenant je me relie à mon deuxième point, dans un contexte d'urgence climatique, vous l'avez vu ici, et on se dit au fond, est-ce que inventer de nouvelles politiques dans le respect des droits culturels, c'est bien le moment, puisqu'on a des urgences climatiques auxquelles faire face, et on a le sentiment que peut-être on va, comme on a écarté les droits culturels pendant le confinement, la crise sanitaire, on va peut-être, face aux urgences climatiques, aussi oublier cette question des droits culturels. Alors je dirais tout à l'heure qu'en fait, on peut très bien ne pas les oublier et les conserver, ça peut être utile pour faire face aux enjeux climatiques, mais ça sera donc mon deuxième temps. Alors, ce deuxième temps, peut-être plus rapide, nouvelle orientation qui émerge en ce moment au sein des politiques culturelles, qui est de les mettre en transition, si vous voulez, mettre en transition écologique pour qu'elles soient aussi partie prenante de cette lutte face aux urgences climatiques. Alors il y a ici deux sous-orientations. D'un côté, on a l'impression que le secteur culturel est menacé par le changement climatique et que le secteur professionnel de la culture pourrait avoir à souffrir. Et qu'il faut, par exemple, régler les questions d'énergie, régler les questions de mobilité, de déplacement des artistes ou des publics, parce qu'avec la hausse du coût de l'énergie et l'impact carbone des mobilités, ça ne peut plus se faire aujourd'hui, donc il y a vraiment des changements à faire. Et au fond, il faut décarboner le secteur d'urgence, et puis en plus, peut-être qu'il se prépare à faire face à des arbitrages financiers qui vont être défavorables. Quand il faudra financer la transition écologique, il n'est pas certain qu'on finance encore beaucoup la vie culturelle. Et puis on a aussi la culture, mais là dans un autre sens, qui peut être visée, la culture comme mode de vie. Et là, elle n'est pas victime, elle est peut-être responsable de ce que nous vivons actuellement, puisque notre rapport aux ressources naturelles, notre rapport aux énergies, par exemple, ont été largement à l'origine des dérèglements que nous connaissons, de la production CO2 en particulier, et du réchauffement de la planète. Alors vous voyez ici, c'est ce célèbre schéma du Club de Rome, ces courbes qui avaient été faites en 1972, le rapport Meadows, qui montrait que, eh bien, à l'époque, à 50 ans d'échéance, les courbes allaient prendre une direction totalement inverse,
et que les ressources, la population, la pollution, enfin tout allait donc produire un effondrement assez sensible, parce que la planète a des limites, hein, et que la croissance qu'on avait connue allait excéder les ressources de la planète. Et alors entre les deux, vous avez ce tuyau entre les deux là, de date, donc entre personne ne voit bien ici, je vais peut-être l'agrandir éventuellement. Pardon. Je vais descendre un peu. Donc il y a la partie grisée, hein, qui est le moment où le rapport Meadows a été rendu, donc en 72, et puis à peu près 2010. Hein. Et on voit que les courbes connaissent des pointillés. Alors la pointillée, ça a été en fait des travaux autour d'un scientifique australien qui s'appelle Graham Turner, qui a essayé de voir si ce qui avait été prévu en 72 se réalisait. Et vous voyez que c'est assez proche. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez proche. Et donc la prophétie ou les prévisions du club de Rome semblent se réaliser, et vous voyez que le moment critique, c'est à peu près là où nous sommes. Alors, bien sûr, les choses peuvent évoluer un petit peu différemment, mais en gros, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, en fait. Hein. Bien sûr, pour les milieux culturels, si on veut se projeter dans l'avenir, faire des projets culturels de territoire, comme tout à l'heure je l'ai dit, parce que ça se fait beaucoup, et on ne peut pas le faire sans faire référence à ce contexte qui est particulièrement inquiétant. Alors, il y a des propositions qui sont faites. Alors j'ai pris ici le Shift Project, hein, qui est un club de réflexion, disons, principalement animé par Jean-Marc Jancovici, qui a fait un plan de transformation de l'économie française en faveur du climat, en disant si on respecte les engagements qu'on a pris à la COP21 pour la neutralité carbone en 2050 et ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, maintenant on est plutôt sur 2 degrés de réchauffement, il faut prendre un certain nombre de mesures très rapidement. Et alors pour le secteur culturel, on dit il est exposé aussi aux contraintes climatiques et il ne mesure pas les risques qu'il encourt, et donc on lui demande de ralentir. Donc ralentir notamment, alors c'est ce qui figure en haut ici, pour moins produire, des tournées mieux pensées, des diffusions mutualisées, augmenter le nombre de représentations, donc pour qu'un spectacle soit vu plus souvent et non pas créer des spectacles qui sont peu vus, ralentir aussi par la recréation d'œuvres qu'on a déjà vues, notamment pour éviter les mobilités d'artistes et bien faire que une chorégraphie soit ne substitue pas le déplacement des danseurs et danseuses, mais qu'on recrée la chorégraphie sur place avec d'autres danseurs et danseuses, d'autres interprètes. Le renoncement à un certain nombre de choses, donc des pratiques qui sont très productrices de gaz à effet de serre, notamment les grandes jauges, les grandes salles, les grands festivals, les grands événements, etc. Donc viser plutôt petit, et former le milieu culturel aux enjeux d'énergie et de climat. Alors on a aussi des propositions qui viennent du Shift Project, puis j'ai pris aussi une photo ici de Bruno Latour, donc le philosophe qui est mort récemment, qui disait le secteur culturel peut aussi avoir comme utilité de permettre de travailler sur les imaginaires, de nous aider à nous représenter le futur. Alors pas forcément le futur le plus sombre, mais aussi le futur que l'on peut peut-être se donner si on prend les mesures qu'il faut. Et donc par la capacité à représenter les événements que nous vivons et à représenter ce que nous pourrions vivre, soit en négatif, soit la version la plus optimiste, si on prend toutes les mesures nécessaires, les artistes pourraient permettre de nous faire prendre conscience et d'éviter que, comme disait Jacques Chirac, que nous regardions ailleurs pendant que la maison brûle, ce qui est un peu ce qui se passe encore en ce moment, enfin de moins en moins. Et Bruno Latour disait, lui, que les artistes aussi peuvent rendre sensible ce qu'on a du mal à percevoir, parce que tout ça est encore à venir, même si on a déjà des effets concrets, mais on n'a pas forcément une sensibilité suffisamment éveillée pour comprendre les chocs auxquels on va être confronté, enfin, nous, nos enfants et petits-enfants. Et puis là, il y a un travail aussi d'éducation populaire qui peut être fait dans le cadre de ces nouvelles orientations de politique culturelle. Alors,
l'éducation populaire avait au fond une mission d'éveil des consciences, mais aussi d'épanouissement, de conscientisation, de responsabilisation. Et je pense qu'on peut mener des travaux, alors notamment, j'ai pris l'exemple de deux thèmes qui peuvent être débattus aujourd'hui, qui devraient l'être. Par exemple, j'ai pris le terme de croissance. On sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de la croissance aujourd'hui, qu'il faudrait donc mettre en débat. Cette croissance, c'est sûr, qui nous a porté, les baby boomers notamment en ont beaucoup bénéficié. On a un héritage de croissance, un héritage de pratiques, de conception, de vision du monde, de façon de vivre, qui sont liés aussi à la modernisation. On a bénéficié d'une modernisation par rapport aux générations d'avant, plus anciennes. Et c'est ça qu'il faut peut-être aussi maintenant mettre en question, arriver à prendre de la distance par rapport à cet héritage, bien se rendre compte qu'on n'a pas forcément toujours voulu, au fond, tout ce que l'on a utilisé, tous les services, tous les outils, toutes les machines dont on a profité, mais on nous a aussi créé des désirs et on a suscité, au fond, une consommation qu'on n'a pas toujours souhaitée, mais qu'il fallait faire pour pouvoir alimenter la machine économique. On a des indicateurs qu'il faut interroger. Le PIB comme indicateur de croissance donc est sûr quelque chose qui depuis longtemps est interrogé et à réinterroger. On peut aussi se dire que, comme le rappelle Jean-Marc Jancovici, que la décroissance dont certains ne veulent pas, elle est peut-être déjà là, et lui pense qu'on est déjà en décroissance mais qu'on n'arrive pas à l'affirmer, que ce n'est pas un choix, qu'on le subit sans le dire, au fond. Donc comment est-ce que l'on passe du choix non assumé au choix assumé? Comment on en fait un projet sociétal et non pas quelque chose que l'on subit, donc un changement de façon de vivre, de modèle économique. Et notamment, alors, ce qu'on a trouvé dans cette publication récente, qui s'appelle Pluriverse, comment aussi la décroissance peut être vue diversement entre le nord et le sud. Et c'est peut-être le nord qui a ici un chemin plus important à faire, puisque la croissance, bien sûr, a commencé depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant au sud, mais c'est surtout d'abord le développement du nord qu'il faudrait arriver, enfin ce sont les débats qu'on trouve actuellement dans la COP sur la responsabilité du nord par rapport au sud, et éventuellement même la responsabilité qui se traduirait par des sanctions financières du nord pour aider le sud à faire face à ces enjeux. Donc là, il y a tout un terme de débat. Je passe ici sur la décroissance qui est parfois contestée, parfois refusée, parfois parfaitement assumée. Bon, il y a matière à débat ici, à l'éducation populaire, je passe rapidement. Et puis un autre terme qui peut être beaucoup débattu, c'est le terme de transition, que j'ai moi-même utilisé, et on voit qu'il fait aussi débat. Alors, il y a des écologistes qui disent l'écologie sans transition. Comme on dit parfois quand on passe dans les journaux télévisés, sans transition. On passe brutalement d'un sujet à un autre pour dire qu'au fond, on n'a pas le temps de la transition. Et qu'il faut aller très vite maintenant parce que l'urgence est là. Et donc cet enjeu de la transition est un enjeu extrêmement important qui une part de notre culture aujourd'hui consiste à dire que nous sommes en transition, nous vivons des transitions, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on l'a interrogé? Alors notamment, le tableau sur la gauche vous dit que d'un point de vue énergétique, il y a un historien qui est Baptiste Fressos qui montre bien qu'il n'y a pas eu de transition énergétique. En fait, les sources d'énergie se sont accumulées, mais on continue toujours à utiliser le charbon. En plus, donc, on a le pétrole, en plus, on a le gaz naturel, en plus, on a la biomasse, etc. Enfin, les énergies n'ont pas montré dans leur histoire des transitions, mais plutôt des cumuls de sources d'énergie. Et alors, j'ai pris ici aussi un schéma, j'ai souligné ou entouré. La transition, vous voyez, c'est la pente brutale qui est à accomplir si on veut, en 2050, atteindre la neutralité carbone. Donc, le mot transition peut paraître un peu doux par rapport à ce qui est devant nous, si on veut vraiment, bien sûr, atteindre les objectifs qu'on s'est engagé à atteindre. Et si on ne le fait pas, eh bien, la situation qu'on va laisser à nos enfants et petits-enfants sera encore plus difficile à survivre. Alors, est-ce que, pour ce motif, on oublie les droits culturels? Bien, peut-être pas. On peut très bien aussi envisager d'associer encore les droits culturels à tout ça, puisque les droits culturels, tout à l'heure je l'ai dit, c'est le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles. Donc s'il faut prendre des décisions
sur les équipements culturels, sur les festivals par exemple, eh bien qu'on en parle, qu'on en débatte. Vous voyez que, par exemple, j'ai été effaré récemment de voir qu'à Avignon, vous savez que le festival IN maintenant a développé un festival off autour. Vous êtes peut-être allé au festival off, il y a plein de petites salles qui sont occupées toute la journée pour présenter des spectacles dans une ville où il fait chaud, où il fera de plus en plus chaud, donc on climatise à fond. Et il semblerait que la température dans le centre d'Avignon augmente de 2 degrés du fait de la climatisation. On a proposé que pour le prochain festival, il n'y ait plus de spectacle en plein milieu de journée. C'est un refus. Un refus des compagnies qui disent, et je les comprends, hein, nous, si on n'est pas présent ici, on ne vit pas. Puisqu'on n'aura pas nos spectacles à montrer, donc on ne va pas les vendre, on ne va pas pouvoir tourner, donc on est cuit. Voilà. Comment on fait? Et là, c'est là où il faut prendre des mesures beaucoup plus importantes que ce qu'on a pour l'instant envisagé, un peu équivalente à ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire. Au fond, c'est un peu ça qu'il faudrait faire pour arriver à soutenir. Mais si on ferme des musées, si on ferme des bibliothèques en partie, si on ferme des salles de spectacle, si on annule des festivals, déjà qu'il y a la coupe du monde de football, donc, voilà, ça par contre on le maintient, mais on pourrait annuler des festivals. Bref, on pourrait en débattre. Si c'est un droit culturel, il y a matière en discussion, et je pense qu'il y aurait ici des débats intéressants à mener, alors peut-être pas sur les grands événements, mais à l'échelle de l'équipement, voilà, on puisse en débattre. Droit de connaître les patrimoines et droit de choisir ses références culturelles. On a un patrimoine notamment naturel qui est de plus en plus affecté, hein, les bords de côte, enfin les côtes plutôt, mais aussi les montagnes qui s'effondrent, mais aussi d'autres territoires qui sont maintenant menacés. Alors c'est là où Léon Albrecht, que j'avais cité tout à l'heure, a produit le terme de solastalgie. Ça vient de nostalgie en fait, hein, c'est le mal du pays, la nostalgie. Donc solastalgie, c'est le sentiment que les sols et que les territoires auxquels on était attachés disparaissent parce qu'ils sont occupés par des mines qui sont aménagées pour de nouvelles agricultures extensives, etc. Donc il y a ici un certain nombre de mots, et cette protection peut se nourrir aussi des sentiments que nous avons de la perte de ce qui faisait notre patrimoine. Et puis, dans les droits culturels, il y a l'accès à des ressources de qualité, notamment des informations sur la situation climatique. Il y a eu les climato-sceptiques qu'on continue encore à entendre aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ont des propos un peu curieux, mais je pense qu'il est aujourd'hui d'un devoir de politique culturelle de donner de la meilleure information possible. Hein. On estime souvent qu'il faut une vingtaine d'heures pour être à peu près au courant de ce qui se passe et d'avoir bien compris. Donc qui peut faire une vingtaine d'heures sur ces questions dans les équipements culturels? On a des lieux où on peut rassembler du public, pourquoi pas de temps en temps avoir des conférences et des activités de formation, éventuellement comme vous le faites ici, hein, d'ailleurs ça peut très bien correspondre à ces projets, et donner des capacités, des pouvoirs d'agir. Alors c'est ce qu'on voit dans les activités de ce réseau des villes en transition qui donne des conseils pour que des habitants de ville prennent en main la transition dans leur territoire. On reprend ce terme-là de transition, on a vu qu'il était contestable, mais grâce à ces manuels de transition, chacun peut être mis en capacité d'être autosuffisant d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue des ressources en eau, des ressources en énergie, etc. Voilà, donc c'est la fin de mon propos. Pour ne pas terminer sur un mode un peu trop dur et trop sévère, j'ai pris donc ce travail assez intéressant d'une ONG qui s'appelle Résistance Climatique, qui disent qu'on peut quand même faire pas mal de choses sans émettre beaucoup de gaz à effet de serre, voire pas du tout. Et alors, donc, on vous parle, au fond, renoncer à la voiture, à l'avion, au streaming massif, à la viande, à la consommation, mais ça nous laisse encore des espaces, et à la fin donc, de ce texte, il est dit nous chantons, dessinons, rêvons, prenons le temps, donnons confiance, sourions, jouons avec les enfants, rénovons nos maisons, cultivons, regardons les étoiles, naviguons sur des voiliers, voyageons à pied, à cheval ou en vélo, faisons du sport, observons la nature, nageons dans les rivières, les lacs et la mer, racontons des histoires, lisons, discutons, apprenons, dormons, rêvons, aimons, vivons. Enfin, voilà. Et tout ça, ça peut se faire encore, c'est une vie culturelle, bien entendu, dans ces différentes dimensions. Voilà. Et puis,
Je vais peut-être rajouter alors une dernière image, j'espère pas trop provocatrice, mais c'est une formule qui m'a frappé parce qu'on parle beaucoup des jets de peinture, de soupe sur des tableaux aujourd'hui. Alors il y a un débat là-dessus, mais je me suis rappelé de ce que disait Giacometti, qui disait, alors dans un incendie, alors bien sûr il n'y a pas le feu dans les musées en question, hein, mais on peut métaphoriquement parler d'un incendie. Dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat. Donc en fait, entre une œuvre et un être vivant, je choisis l'être vivant. On en est peut-être là, hein, aujourd'hui. En tout cas, bon, je pense qu'il y a ici à rappeler cette formule qui me paraît toujours intéressante, même pour un artiste, un grand artiste, un grand créateur, mais qui en fait aurait peut-être pris un chat plutôt que ses propres œuvres dans un incendie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors en même temps, maintenant, donc, on est dans une phase de questions. J'ai parfois survolé des choses, même si j'ai été assez long, je me suis rendu compte que j'étais plus long que ce que je pensais, mais donc je peux répondre à des questions ou vous mettre en débat les uns les autres, après tout, si vous avez envie. Oui, allez-y. Donc dans la formulation, on veut que le plus grand nombre accède à la culture, ensuite de quoi on fait un bilan, et on a échoué. Donc c'est ce que vous avez rappelé, et on est allé de période en période, d'échec en échec, mais ça veut dire que pour le mesurer, on a quand même pris des outils de mesure, et donc on n'a pas permis au plus grand nombre, on a échoué, mais probablement c'est toujours le même nombre qui revient, qui n'a pas eu accès. Donc en fait, on a quand même un aspect un peu de classe là-dedans, parce que probablement, ceux qui n'ont pas eu accès, c'est les moins privilégiés de la société. De période en période, ça s'est accumulé, et ces gens-là sont relégués de période en période, quoi. Oui, alors vous avez raison, en plus c'est l'occasion de préciser un peu mon propos, parce que j'ai été rapide et forcément brutal et caricatural, les choses ne sont pas aussi simples que cela, mais elles sont plutôt ce que vous avez bien entendu et résumé, c'est-à-dire que, vous savez qu'il y a eu un grand sociologue français qui était Pierre Bourdieu, qui très tôt a dit que de toute façon dans une société inégale, notamment d'ailleurs dans le rapport à l'éducation, il était totalement illusoire de penser qu'on allait égaliser les rapports à la culture. Alors quand on n'a pas d'égalité en matière d'éducation, en matière de travail, en matière de logement, en matière d'accès à la santé, enfin bref, il y a plein de causes d'égalité. Pourquoi est-ce qu'on réussirait l'égalité dans l'accès à la culture? Il y a forcément ici quelque chose qui ne va pas, mais c'est bien parce qu'à la Libération, dans les États-providence, on pensait que les situations allaient s'égaliser de façon globale, qu'on pensait qu'elles s'égaliseraient aussi en matière culturelle. Alors, ça a été un petit peu le cas, puis après très vite, on s'est rendu compte que les choses n'évoluaient pas dans ce sens, les crises des années 70, le chômage de masse et tout ça, donc finalement ça n'a pas bien fonctionné de façon globale, ce projet d'égalisation, et du coup, pas en matière culturelle. Alors cela étant, ce que les enquêtes sur les pratiques culturelles montrent aussi, c'est que jamais les Français n'ont eu autant de rapport à la culture, en général, aux activités culturelles. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup plus de musique maintenant qu'il y a 50 ou 100 ans. On visite plus de lieux culturels qu'auparavant. On a accès à des productions audiovisuelles par la télévision, par le numérique, beaucoup plus qu'auparavant. Mais là où les effets sociaux, ce que vous avez rappelé, sont toujours très, très brutaux, c'est dans le cœur des politiques culturelles. Ce sont les équipements traditionnels, c'est les disciplines traditionnelles qui, là, sont effectivement en panne de renouvellement de leur public, en fait, et en panne de diversification sociale de leur public. Et donc, il y a ici l'échec qui a été observé, mais ça ne veut pas dire que rien n'a changé dans le rapport des Français à la culture.
Et quand aujourd'hui, on voit par exemple le pass culture, vous savez, donc ce crédit qu'on donne à des jeunes de 18 ans puis à des collégiens pour des achats culturels, bon, bien sûr, on voit que les mangas, que l'accès au cinéma et aux blockbusters, enfin aux grands films commerciaux se font, mais ça permet de financer une vie culturelle, qui bien sûr n'est pas la vie culturelle que les politiques culturelles privilégiaient. C'est là l'ambiguïté du processus, c'est qu'à la fois il est maintenant un élément important de la politique culturelle du gouvernement, le pass culture, mais elle ne va pas dans le sens de toute la politique culturelle qu'on a menée auparavant, qui visait plutôt à égaliser l'accès à la culture, aux œuvres capitales de l'humanité. C'est toujours, vous l'avez vu, c'est toujours dans la définition de ce ministère. Alors que pass culture, c'est pas ça. Manifestement, en tout cas, c'est pas ça. Donc il y a ici effectivement un échec, mais vous voyez que bien que l'échec soit démontré, soit rappelé, nuancé bien sûr, on continue à avoir un discours sur il faut égaliser l'accès à la culture. Ça reste encore, donc c'est ça qui fait qu'on a ce fantôme qui continue à nous hanter. Ce que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est une belle ambition. Moi, je suis favorable à ça, bien sûr, et je trouve que c'est très très beau que les gens continuent encore à faire ça, que des enseignants travaillent avec leurs élèves pour essayer de faire des spectacles, etc. C'est très très beau, très 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 louable. Mais après, quand on regarde les statistiques nationales, c'est là où ça disparaît, ça reste très très minime. Donc, on n'a pas des politiques inefficaces, mais elles n'ont pas été pleines de succès dans le cœur de leur définition. Je pense que au niveau de la culture, enfin, parler des écoles, entre autres. Prenez le micro. Je parlais plus fort. Appuyez sur le bouton. Oui, quand on parle, vous parlez de l'éducation, je fais un lien aussi avec la culture, et j'ai un regard moins négatif. Je peux rester aussi un peu dans cette utopie. C'est créer le besoin, je dirais, de l'école par rapport à la culture. Dans toute chose, il y a effectivement un besoin. Dans la mesure où on aspire à assouvir ce besoin, eh bien, on va de l'avant. Quand on parle de l'éducation, aujourd'hui, on voit bien que les populations, enfin les jeunes ont changé, c'est éduquer autrement. Et la culture, je pense aussi que c'est, on parlait tout à l'heure du dérèglement climatique, il y a un rôle aussi important à jouer par rapport à cela, vous l'avez dit, mais déjà, je dirais, au sein des écoles, et comme on dit, éduquer, enseigner autrement, eh bien, c'est proposer aussi la culture autrement. Oui, enfin, la question du besoin, elle est quand même importante. Il faut vérifier que ce besoin existe. Que nous, on pense qu'il est mieux pour par exemple, que des enfants, des adolescents aient accès à ce que leur famille ne leur propose pas. Ça me paraît effectivement très très juste, mais souvent on répond à leur place. Voilà. Donc, moi j'aime bien, alors je cite souvent parce que Patrice Meyer-Mich m'avait dit, il avait dit en public qu'il avait rencontré trois jeunes, ou des jeunes, disons, issus comment on dit, de l'immigration. Et qui leur disait, bon, il y a dans notre ville, il y a des musées, il y a des monuments historiques, il y a un patrimoine, mais ça ne raconte pas notre histoire. Et nos parents ne nous disent rien, ne transmettent rien en termes d'héritage. Et donc, l'action qui a été menée, ça a été de leur permettre de rencontrer des savants, des experts qui ont pu leur raconter leur histoire, leur montrer des choses, leur montrer le patrimoine qu'ils n'avaient pas, qui n'existait pas en tant que patrimoine protégé, valorisé, comme on le fait pour d'autres histoires, d'autres communautés. Et donc, vous voyez, là, il y avait un besoin, mais ce besoin, on n'a plus le temps qu'il s'exprime. Ce qui n'est pas toujours fait avec d'autres types d'actions où on postule que l'on sait par avance ce qu'est le besoin. Et du coup, on peut passer à côté complètement.
Donc c'est très compliqué hein, cette question, et enfin, il y a des travaux à ce sujet qui se font. On voit bien aujourd'hui comment, par exemple, les réseaux sociaux sont des espaces où des besoins sont suscités. Et parfois, des besoins qui vont conduire à des découvertes aussi, des choses que des adolescents ne connaissent pas. Mais c'est pas prescrit par un enseignant, c'est pas prescrit par un professionnel de la culture, c'est autre chose. Alors effectivement, on voit bien comment, enfin, les uns les autres, vous comme moi, il y a eu des éblouissements, il y a eu des chocs, il y a eu des rencontres, parfois d'ailleurs un peu clandestines, c'est-à-dire qu'on a aussi moi j'ai bénéficié d'une contre-culture, d'une époque où la contre-culture c'était important, mais c'était aussi finalement une façon d'éveiller, d'intéresser, et aujourd'hui ce qui est peut-être en difficulté chez les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de contre-culture. Elle est très vite commerciale, elle est très vite massive, très présente, mais les espaces alternatifs ne sont pas aussi vivants dans leur univers culturel que ça l'était à l'époque des baby-boomers. Je regarde l'heure, il faudrait que... Oui, j'ai été un petit peu long, je suis désolé. Oui, je voudrais un petit peu revenir sur la... Je pense qu'il n'a pas l'air de marcher. Appuyer sur le... Oui, mais il est très bancal. Oui, je voudrais revenir un peu sur la question de la démocratisation de la culture. Il me semble qu'il y a quand même un secteur qui n'est pas très, comment je dirais, reconnu comme dans le monde artistique, ce sont les médiathèques. Pour moi, enfin, je connais un petit peu la question des médiathèques. Ce sont des lieux où les écoles, notamment, puisqu'on parlait, les classes, les enfants, ils vont très régulièrement. Ce sont des lieux où je pense que si l'évolution des médiathèques n'avait pas eu lieu, c'est Jacques Lang hein, qui a permis cette grande évolution. Je pense que aujourd'hui, il me semble aujourd'hui que ce serait pire. Ce serait bien pire par rapport à justement l'accès à la lecture, l'accès à la culture, ce serait bien pire. Et je crois qu'aussi, ces médiathèques, moi j'ai travaillé dans un secteur en banlieue lyonnaise, où justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand le sujet intéresse, tout le monde vient. J'ai participé, enfin organisé une soirée dans banlieue lyonnaise où nous avions invité l'écrivain Benjamin Stora, qui est spécialiste de l'Algérie. C'est un historien. La salle était pleine des habitants de la commune. Pourquoi? Parce que ça répondait à une demande. Et ça a été très clair, très dans nos orientations pour justement travailler, faire participer. Et c'est cette question d'histoire ou de mémoire qui n'est pas bien réglée. En fait, en France, encore aujourd'hui, entraîne ça. Et effectivement, là, il y a des besoins qui peuvent s'exprimer assez facilement. Alors, peut-être que dans ce cas, vous l'avez supposé, ce besoin, il n'y a pas eu forcément d'interrogation, mais bon, ça peut s'envisager. Pour revenir sur le cas des médiathèques, effectivement, elles ont été un peu mises de côté. D'ailleurs, Malraux n'avait pas la responsabilité sur les bibliothèques. C'était encore resté à l'Éducation nationale, donc c'est rentré dans le domaine des politiques culturelles en 75-76 en fait, et encore partiellement puisque les bibliothèques universitaires restaient encore du côté de l'enseignement supérieur. Et bien sûr, c'était comme les conservatoires, un peu des services para-éducatifs au fond, donc mis un peu de côté par rapport à la création qui était centrale dans les politiques culturelles, le terrain dans lequel l'échange que j'ai évoqué tout à l'heure entre les pouvoirs publics et les professionnels s'est fait, sur la création, les moyens de la création, la socialisation des risques créatifs. Bon. Aujourd'hui, quand on parle de problèmes de connaissances, notamment sur le changement climatique, quand on parle de questions de médias, d'information et de qualité de l'information, comme des enjeux majeurs pour nos démocraties, on l'a vu dans les élections récentes en France, mais aussi aux États-Unis. Donc c'est pas un enjeu secondaire aujourd'hui. On voit bien que du coup, les médiathèques ont un rôle à jouer ici, un rôle majeur en fait.
Ce qui fait que je pense que finalement, aujourd'hui, l'avenir est plus assuré pour les médiathèques que pour les lieux de la création spectacle vivant. Là, je pense qu'il va y avoir de la casse. Hein. Et de plus, elles vont pas bénéficier des lois de décentralisation. Oui. Et donc, des équipements qui sont vendus. Voilà, donc, malheureusement, je suis désolé, je crois qu'il faut qu'on me ramène rapidement. En tout cas, c'était un plaisir. Merci.